Donc, mon projet, il s'agit en gros de la traduction, traduction Traduction, ou traduction homophonique de la pièce King Lear de William Shakespeare. Ce que je ferai avec vous aujourd'hui, donc, c'est expliciter les motivations et les principaux éléments du projet. Et je terminerai avec ce que je cherche à accomplir avec un projet de recherche-création dans une perspective de réflexion politique sur Montréal. C'est là où j'en suis rendu dans mes réflexions. Donc, pour ce qui est de la problématisation, donc, je commencerai avec les mots du dramaturge et comédien Robert Gravel dans le documentaire Mort subite d'un homme théâtre de Jean-Claude Coulbois. Je cite: Je n'ai rien à dire qui n'a pas été dit. Après Shakespeare, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais dans la manière de faire, on peut faire avancer les choses. Il y a quand même dans la forme une façon de faire qui, peut-être, fait avancer la liberté. Fin de citation. Le questionnement qui m'anime est d'abord méthodologique. En quoi la recherche-création peut-elle apporter quelque chose à la traduction et en quoi la traductologie peut-elle apporter quelque chose à la méthodologie en recherche-création? La division qu'on opère traditionnellement entre l'écriture première, la créative ou la production littéraire, et de l'autre, la traduction comme créativité de second ordre, reproductive, relativement récente quand on y pense, a pour conséquence une dévalorisation de la pratique de la traduction, vue comme au mieux comme une opération mécanique. La conséquence pour la profession de traducteur et traductrice est de voir la traduction se réduire à une forme de post-édition. C'est de plus en plus ça qu'on voit chez les étudiants qui sortent de nos programmes. Donc, ils font de la post-édition. La post-édition, c'est en gros le gros du travail de la traduction a été fait par une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la traduction neuronale. Et ensuite, les traducteurs qui deviennent des réviseurs viennent corriger le texte. Donc, la post-édition, seul travail intellectuel avec une forme de révision du travail fait par des machines. Or, la machine traduit selon le paradigme dominant, celui de l'équivalence, où, contrairement aux banalités qu'on colporte depuis longtemps, on ne s'intéresse pas aux mots, mais au sens, en imitant de manière statistique comment on traduit habituellement. Donc, la traduction neuronale se base sur des corpus de textes, des bitextes, elle les compare, elle les segmente et elle ne fait que les propositions qu'elle fait, par exemple avec DL, c'est en fait ce qui a déjà été traduit par d'autres. Donc, elle vous le propose, puis donc, vous le lisez, puis vous dites, ben voyons, ça a été relativement bien traduit. Mais c'est parce que justement, c'est l'image normale qu'on a de la traduction. On peut évidemment traduire différemment, voire s'éloigner des formats conventionnels, et c'est bien souvent ce à quoi on s'affaire avec la traduction littéraire. Mais dans la plupart du temps, on traduit dans un paradigme instrumentaliste où traduire, c'est reproduire ou transférer un invariant contenu dans le texte source ou causé par celui-ci. Le projet de recherche-création que je propose vise moins à s'opposer à l'équivalence comme concept qu'à en expérimenter des formes hâtardes. L'adjectif est délibéré et sera discuté. Une forme hétérodoxe de traduction nous est disponible avec ce qui a été nommé de manière un peu ludique la traduction, aussi appelée traduction homophonique, dont un des plus célèbres est l'œuvre de Van Roten de 1967, intitulée Mother Goose Ram, une traduction de Mother Goose Rhymes, ce qu'on appelle des nursery rhymes. Donc, je vous en donne un exemple. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men can't put Humpty Dumpty together again. Et la traduction, c'est un petit d'un petit s'étonne au hall, un petit d'un petit à degré de fall, indolent qui ne sort cesse, indolent qui ne se mène, qu'importe un petit d'un petit, tout gai de regaine. Donc, on a essayé de reprendre le son puis de franciser le son comme si c'était du français de départ. J'aurais au moins un exemple à donner qui pourrait servir, même si l'expression ne se retrouve pas dans le texte que je veux traduire. C'est un exemple qui m'obsède par sa force conceptuelle. Il est arrivé autour de l'été passé. J'ai aucune idée où c'est que ça m'est venu. Je pense que je faisais du Pixie, puis des fois, il y a des idées qui viennent. Là, en tout cas, ça connecte avec ce que tu es en train de faire ou de lire. Donc, puis je sais pas si cette idée-là est venue avant mon projet de traduction ou après. En tout cas, bon, entre tout ça se mélange. L'été passé. Mon projet de traduction de Shakespeare. Ouais. Cette traduction serait l'expression anglaise fair share, qui se traduit normalement par juste part.
Et j'ai eu l'idée de la faire traduire par faire chair. Donc, chacun peut y entendre quelque chose de différent, parce que vous lisez pas le texte que je suis en train de lire, hein. Mais moi, j'entends chair, c'est H-A-I-R. Donc, vous pourriez dire chair, c'est H-E, accent grave, R-E, ou C-H-E-R. C'est vos affaires, là. Bon. Il n'y a là aucune équivalence sémantique de prime abord. On s'en rend compte. Le lien entre les deux se trouve au niveau de la matérialité du langage, sa sonorité. Et pourtant, tant c'est là mon intuition, un sens peut advenir, une nouvelle idée dédoublée par duplication ou duplicité. Une nouvelle idée clivée se met en place où à l'idée de partager équitablement, fair share, peut s'ajouter à celui de créer une descendance, faire share. À une horizontalité politique moderne où on cherche à être équitable, s'ajoute une verticalité politique ancienne, une espèce d'ancien régime, celle des dynasties et des grandes familles aristocratiques. On a là toute l'ambiguïté de la notion d'héritage, de son partage, équitablement ou pas, qui sera aussi questionnée par le projet de traduction d'une œuvre de Shakespeare. Ce type de traduction par hallucination auditive n'est pas nouveau, même si c'est plus souvent sous forme de parodie qu'il a été produit. On pense au phénomène appelé mondegreen en anglais, la mésinterprétation d'un mot ou d'une phrase. Les paroles de musique sont propices à ce genre de phénomène. Vous trouvez récemment, il y a un compte Instagram qui s'appelle Hallucination auditive, où on met des clips de musique, puis on met des paroles, mais complètement playées. Vous devez voir ça. Par exemple, le fameux cas Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival. Donc, littéralement, ça veut dire il y a une mauvaise lune se lève. Bon, OK. Ça, c'est une traduction littérale. Et pour certaines personnes, systématiquement comprises comme There's a bathroom on the right. C'est-à-dire, il y a une toilette à droite. Donc, quand vous réécouterez la chanson, vous allez voir, ce phénomène peut aussi être compris à la fois par des locuteurs de la même langue de la chanson ou par des locuteurs dont la langue principale en est un autre. Dans tous les cas, il y a dissémantisation où l'on comprend autre chose que ce qui est réellement dit. Cela va ainsi au-delà d'une simple interprétation alternative. La perception elle-même est elle-même diffractée. Cette dissémantisation n'est pas nécessairement insignifiante, au sens où elle mènerait à un non-sens. Au contraire, elle recrée un sens nouveau à partir de la matérialité de ce qui est perçu. Je pourrais peut-être donner l'exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était autour de 2018, l'histoire de Yanni. Yeri. 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 Il y a des gens qui n'entendent que Yanni, puis d'autres qui n'entendent que Laurel, tout comme la robe. Moi, j'étais persuadé qu'elle était blanche et en or. Dorée et blanche. Ça vous dit rien? Non. Ça a l'air que non. Ça a l'air qu'elle était noire et bleue. Donc, c'est cette espèce de phénomène-là qui m'intéresse. J'ai aucune idée comment je vais faire pour traduire ça. C'est là où j'en suis rendu. Vous avez des idées. Donc voilà. Et quel est le cas à l'étude? Okay. L'auteur proposé pour la traduction est Shakespeare. Bon, il s'agit sans doute de l'auteur le plus traduit de l'anglais vers le français, et plusieurs expérimentations se sont faites et se font encore avec lui. Sa traduction au Québec a perpétué cette expérimentation avec Michel Garneau, ainsi qu'au Canada avec une traduction de King Lear en contexte autochtone avec le titre de The Death of a Chief. C'est par excellence un auteur où on peut se permettre de faire des choses nouvelles. Même si les thèmes qui m'intéressent, l'héritage, la filiation, la perte, pourraient se retrouver dans la pièce la plus célèbre de Shakespeare, Hamlet, c'est King Lear qui m'intéresse, qui est moins connu, mais qui raconte de manière plus poignante, je pense, la condition de la perte de l'héritage. Cette perte est symbolisée par la division qui peut très bien se voir dans une métaphore de la traduction, qui implique souvent la division du signe dans sa tentative de conserver l'essentiel du message, c'est-à-dire le sens. Pour raconter l'histoire rapidement, le roi Lear, qui par ailleurs sonne comme le verbe lire, hein, c'est aussi intéressant, décide avant sa mort de diviser son royaume en trois, chacune des parts étant attribuée à l'une de ses filles. Au moment de l'annonce, les deux filles les plus âgées, Goneril et Regan, ne peuvent s'empêcher de faire l'éloge tout à fait superficiel de leur père. Seule la cadette, Cordelia, demeure sincère. Choqué par cette réponse inattendue, le père désiré de sa fille divise son royaume en deux, ce qui mènera le royaume à sa perte, lorsque les deux sœurs se trahiront l'une et l'autre. Une deuxième intrigue qui parcourt le récit principal implique les deux fils du comte de Gloucester, un des protagonistes de la pièce.
L'un légitime Edgar, l'autre d'un hors mariage, c'est un bâtard, c'est Edmond. Ce récit moins connu reproduit le problème de la distinction de la bonne descendance. La bâtardise d'Edmond met en scène dans le texte ce qui pourrait se voir comme une mauvaise traduction, répétant ainsi la métaphore de l'écrit depuis Platon avec le Phèdre, puisque l'usurpation du trône par Edmond, le bâtard, se fait grâce à la falsification d'une lettre supposément écrite par le fils légitime Edgar. Donc, on a en même temps d'un côté la parole des filles et la lettre volée, hein, c'est presque c'est psychanalytique tout ça, par le fils bâtard. À ma connaissance, personne n'a traduit Shakespeare comme je le propose. Ainsi, ce projet de recherche-création vise à traduire la pièce de King Lear en français, en s'intéressant à la matérialité du son, à l'assonance et à la ressonorisation sonore plutôt qu'en suivant le modèle de transmission indemne d'un message, comme si la langue était le canal neutre du transfert. Un moyen pour le faire, là, je réfléchis à comment faire de manière, plutôt que d'écrire la pièce l'une après l'autre, c'est plutôt de tester une nouvelle manière d'utiliser des outils informatiques. Donc, un moyen pour le faire, et j'en suis encore à voir comment je peux procéder pour ce genre de traduction, j'ai pensé à procéder à une lecture du texte anglais de Shakespeare par des francophones, transcrit automatiquement par un logiciel de reconnaissance vocale qui sera paramétré pour capter le français. J'ai pensé à ça parce que, comme dans Zoom, quand vous demandez de faire une transcription, et puis vous parlez anglais, français, puis il pense que c'est de l'anglais, donc il va traduire en anglais, mais bon, donc il comprend les sons comme du français. Je me suis dit, je vais faire lire l'anglais de Shakespeare en le paramétrant pour du français, puis il va le mettre en français. J'ai testé un peu avec une traduction de Sappho, ça n'a pas vraiment marché, ça fait des trous, etc. Puis c'est intéressant parce que Zoom s'était assez amélioré parce que je lisais le texte en anglais, mais je l'avais mis à français canadien. Puis à un moment donné, il m'arrête, puis là, il y a une petite fenêtre qui roule, puis Are you sure? French Canadian. Mais il comprend pas tout, donc je suis en train d'essayer d'élaborer ou de voir si d'autres logiciels pourraient m'aider dans ce genre de travail-là. Cette captation donnerait du texte français, souvent insensé, qu'il faudrait alors retravailler pour retrouver d'une certaine manière deux sens possibles, en français comme en anglais. L'idée, c'est que une même personne lirait le texte et qu'en anglais, si on est anglophone, on le comprend d'une certaine manière, si on est francophone, on le comprend d'une autre manière. Donc, il y a comme une bisémantisation tout au long du texte. Je pense notamment à faire intervenir une lecture du texte français par des anglophones pour faire remarquer une certaine dissociation entre le sens et l'accent, hein. Tout cela reste à être pensé. Mon intérêt ici est ainsi de revisiter les outils informatiques pour renouveler ce qu'on peut faire avec ces outils. Il s'agit donc, selon un certain jeu entre les langues, de favoriser une certaine compréhension nouvelle en anglais comme en français. Je vais conclure avec les enjeux politiques de ce genre d'exercice-là. Donc, quelle serait l'utilité d'une telle traduction? Certes, il s'agit d'expérimenter de nouvelles formes de traduction avec des nouvelles manières d'aborder la technologie. Également, il s'agit de renouveler de manière modeste l'interprétation shakespearienne en proposant une traduction véritablement novatrice de King Lear dans ce cas-ci. Il y aurait une troisième raison d'ordre politique. J'ai pensé dans la traduction à la mettre en scène à Montréal. Avec sa diversité de langues bâtardes, c'est bien l'expression qu'on utilise quand on parle, par exemple, du français à Montréal, et les enjeux politiques qui vont avec. Soit dit en passant, n'importe quelle langue instituée a toujours un arrière-fond bâtard. Là, je veux dire, l'anglais, je lisais récemment un linguiste français, l'anglais, il l'appelait le français insulaire. Tout ça, c'est comme du français, c'est des Français qui se sont retrouvés là, c'était des Normands, puis ils parlent, ils s'imaginent être des anglophones, mais tu sais, dans le fond, c'est juste un français, je peux mal le prononcer. Donc, on a toujours cette image. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée avec le style du projet, c'est la mésentente. Je fais référence de manière détournée à l'œuvre du philosophe Jacques Rancière, dont j'avoue ne pas être un spécialiste, mais qui dans l'élaboration du projet, disons, ce sont de très vieilles lectures qui me sont revenues. Et à son concept de partage sensible. La politique provinciale est une affaire esthétique au sens où c'est une question c'est une question de ce qui est entendu, de qui est entendu et qui ne peut pas l'être. Bon, c'est assez connu que chez les Grecs, au moins depuis Aristote, l'homme, et je dis bien l'homme avec un H majuscule si on veut, est un animal politique parce qu'il parle et peut être entendu. Ces bruits sont signifiants.
D'où le phénomène où on refuse la parole sensée à certaines catégories, bien sûr les animaux, mais aussi les peuples barbares. Barbaros, ça veut dire qui bèguent, qui parlent mal. Et pourquoi pas les enfants et les femmes, et aussi à une certaine époque les esclaves. Ils font du bruit, hein, on a l'impression qu'ils parlent, on a un peu l'impression qu'ils parlent, mais en fait, c'est pas vraiment censé. On ne veut pas en fait. On imagine bien que c'est parce qu'on ne veut pas les écouter. Tout ça, ça vient pas de moi, ça vient d'Aristote, hein. La même chose pour les classes populaires, hein. C'est ce qui intéressait surtout Rancière. Dans ce partage sensible, Rancière s'intéresse au moment où les sans-parts prennent part au débat politique. Avec un cas particulier, c'est beaucoup intéressé à la sécession de la plèbe sur le mont Sacré en 495 avant Jésus-Christ, pour la première, hein, la sécession de la plèbe, ce qui est une forme de grève, mais qu'on performe sous la forme d'une séparation. Donc, on sort de la cité pour se tenir, les 100 pas se tiennent pour faire face à la royauté ou au début de la République. Ce n'est à ce moment qu'on tend l'oreille aux demandes de la plèbe. Là, à ce moment-là, elle est entendue. J'en suis encore à mes premières réflexions quant à ce thème, mais c'est une troisième réflexion que j'aimerais produire. Aujourd'hui, si on veut bien traduire Shakespeare en le recontextualisant à ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui à Montréal? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qui on entend et qui on n'entend pas? Comment entendre autrement? Au final, Shakespeare n'a peut-être rien à nous dire, mais dans la manière de le redire, on peut peut-être accéder à une nouvelle forme de liberté.